accéder à plus grand comme poste. Elle ne n'est sur les moyens. Et vous faites évoluer ce personnage et le drame final, parce qu'elle parvient à obtenir de faire empoisonner le ministre d'État, l'unique ministre d'État du gouvernement. Elle va auprès d'un président d'un pays d'à côté se livrer à ce président-là pour obtenir que ce président ordonnant au président de son pays de la promouvoir ministre d'État, et elle se retrouve unique ministre d'État. C'est une construction progressive de chapitre en chapitre. Je crois que c'est au niveau de l'avant-dernier chapitre. Le clou, c'est que le sacrifice suprême qu'il faut réaliser pour que les prochaines élections présidentielles qui s'annonçaient, que ce soit Ramat qui tire les pleins du jeu et remplace le président en fin de mandat, c'est qu'il fallait réussir à immoler en sacrifice un zébu dans le bureau de Madame la ministre d'État Ramat, qui se trouve au 8e étage du ministère. On a trouvé la formule, elle a diffusé l'information qu'elle s'apprêtait à célébrer les 20 ans d'anniversaire du décès de sa maman, ce qui expliquait logiquement que l'on fasse transiter les ébus dans la cour du ministère en journée, et donc les agents, les soldats en ont profité pour en retirer un qu'on a poussé dans l'ascenseur, et le zébu était si lourd que ça a coincé l'ascenseur au 3e étage. Il fallait parvenir. Et ils ne l'ont fait que. C'est là tout l'art de la description réaliste que Gaston découvre sous la plume de Gaston. Il décrit avec une rare efficacité, un peu comme s'il avait vécu une Paris saine, je ne sais pas. Comment la masse du zébu occupe tout l'espace de l'ascenseur. La difficulté avec laquelle les 4 militaires vont parvenir à sortir le zébu pour le pousser dans l'escalier, parce que la seule formule qui restait, c'était de prendre par les escaliers du 3e étage pour rejoindre le 8e étage et faire entrer le zébu dans le bureau de Madame la ministre. Et sur 3 nuits, il décrit la souffrance. On a dû d'abord mettre des affiches pour dire que l'ascenseur est gâté. Et donc, toute la journée, les militaires étaient à la tâche pour faire monter patte par patte, escalier par escalier, le gros zébu. Et au terme de la 3e nuit, quand finalement la dernière patte est sur le dernier escalier et la porte du bureau de Madame le ministre est en face, la patte glisse et le zébu commence une dégringolade à bout. Voilà le sacrifice ultime qui a manqué d'être réalisé et qui a déclenché maintenant le compte à rebours. Je vous laisse découvrir le reste. Mais dernière préoccupation, juste une question à Gaston Zossou. Quand on regarde de près l'image, on a connu... Tu veux dire une méchanceté, c'est bon. Je proteste contre la privation de parole. Particulièrement, je voudrais remercier notre professeur Roger Koulouani, à qui je demande très respectueusement de continuer à exercer cette contrainte positive sur ces étudiants de l'Université d'Afrique. C'est une seule question que j'ai, et ça concerne le personnage de Ramat. En s'intéressant au problème du pouvoir et de la sexualité dans ce roman, parce que c'est ce que j'ai retenu à travers votre présentation comme thème principaux. Est-ce que l'auteur rend hommage et encourage la femme politique qu'incarne Ramat, ou bien est-ce qu'il voit dans ses comportements quelque chose qu'il dénonce? À entendre le commentaire fait par les critiques, nous, par rapport à l'œuvre La femme au portefeuille, nous pourrons dire que cette œuvre fait la satire de certains mots qui minent notre société ou nos sociétés africaines. Et quand je m'en tiens à cette conclusion ou analyse faite par les critiques et selon laquelle
les hommes usent de ruse et de rage pour accéder aux places de choix ou aux places politiques. Les femmes, elles autres, utilisent leur corps. Je voudrais vous poser cette question. Dirions-nous que toutes les femmes qui ont pu se faire une place de choix l'ont fait elles toutes par leur corps? N'a-t-il pas des femmes qui méritent vraiment cette place de choix ou ces places politiques qu'elles occupent dans nos sociétés? Moi, je pense que c'est sans importance. Les deux cohabitent. Je suis même convaincu que les hommes, un jour, en poussant loin la réflexion, on se rendra compte qu'il n'y a pas de différence entre le bien et le mal. L'un est fait pour révéler l'autre. Ce sont les meilleurs voisins. Le mal est l'inversion vidéo du bien, et inversement. Et c'est seulement quand les deux sont mis en présence qu'il y a dossier, qu'il y a objet à réflexion. Cependant, je ne serai pas ni immoral ni amoral. Je voudrais simplement être conscient de ce que, quand je choisis, moi, de me conduire d'une façon ou d'une autre, c'est mon choix. Et c'est avec beaucoup d'esprit d'ouverture que je conçois ce qui est différent. Ceci dit, le mal existe. Mais je n'aime pas du tout me positionner en moralisateur. La conscience que j'ai de mes propres tares et de mes faiblesses est assez forte pour que je m'en préoccupe plus tôt. Quand nous jugeons les autres, sommes-nous conscients de leur capital de départ, l'intelligence génétique? Avons-nous connaissance de leur parcours, de leurs blessures de toute nature, blessures extérieures, blessures intérieures? Moi, je serais pour la miséricorde et pour le pardon universel. C'est vrai. Je pense que ceux qui font le mal le font bien souvent par faiblesse et par bêtise. Et il y a un terrible voisinage entre la méchanceté et la bêtise. On dit vulgairement bête et méchant. Il semble qu'on fait le choix du mal, du vrai mal, par bêtise, par déficience mentale. Et comme on ne fait pas la guerre aux infirmes physiques, pourquoi en faire aux infirmes mentaux? Je considère que celui qui empoisonne, tue, calomnie, un déficient, comme un asthmatique comme moi, qui ne peut pas courir les 100 mètres plats, est un déficient, et je ne serais pas content qu'on me fasse procès de mon asthme. Combinaison génétique, et puis moi je suis asthmatique. Là je dis la vérité. Souvent, je prends en compassion ceux que la société identifie comme malfaiteurs. Et je suis convaincu qu'un jour viendra, dans 200 ans, dans 500 ans, où on parlera des ancêtres que nous sommes, qui étaient assez barbares, assez sauvages, pour mettre d'autres humains en prison. C'est-à-dire que de la même manière qu'autrefois, la peine de mort était une chose normale dans tous les pays du monde, et qu'aujourd'hui, la plupart des pays regardent la peine de mort comme une barbarie, on regardera l'incarcération comme une barbarie, comme une bêtise. Je vais revenir au sujet. En fait, c'est Ramat. J'ai juste pris un prénom. Là, vraiment, c'est du hasard, aucun calcul. Le chiffre de 12 n'a rien à voir avec les 12 apôtres de mon ami Jésus, mais le chiffre, il me plaît. Je l'ai entendu un grand nombre de fois. Quand on lit les Écritures saintes, ça revient 10 000 fois. Les 144 000 vieillards, c'est 12 fois 12 plus les zéros. Et puis bon, avec une relative banalité, j'ai adopté le chiffre de 12. Je ne pousserai pas ma liberté de ton jusqu'à faire un lien entre le Christ
et ces charmantes dames-là. Je vais glisser sur la dernière question de celle qui a été accusée de féminisme. C'est votre droit, madame. Je voudrais m'orgueillir de mon grand âge. Je ne suis pas bien vieux, mais j'en ai vu un petit bout. Et pour le petit bout que j'ai vu, les dames, et ça va être confirmé demain par des statistiques et de vraies analyses de professionnels, sont globalement plus fidèles, plus intelligentes, basiquement, et plus portées sur le bien que les mâles. Et ce n'est peut-être pas de façon innocente que par homonymie, mâle c'est mâle. Moi j'ai regardé mon petit parcours, ma petite vie, je me suis regardé, j'ai regardé mes homologues femelles, ne serait-ce que dans le couple, et je me rends compte qu'elles sont un peu plus stables, plus vertueuses, plus prévoyantes et assurément plus fidèles malgré tout. Et dans les dernières expériences professionnelles que je suis en train de faire, où je ne travaille plus, je fais travailler autrui, je flaire que les femmes sont plus compétentes. Seulement elles manquent d'assurance ou elles se laissent impressionner par la voix rock des hommes. Derrière leur grande stature et leur musculature, il y a beaucoup de faiblesses. Professeur, Ramat n'est pas belle, l'indignation de sa vie, pour dire vrai, c'est une vérité, je dirais, psychologique, universelle. Les yeux qui aiment ne voient pas. Si les yeux qui aiment voyaient, et que nous tous, mâles, identifions la femelle belle, tous nous nous regrouperions autour d'elle. Il y aurait une grosse bagarre. Mais l'un devient fou de X, et l'autre de Y, et l'autre encore de Z, etc. Je n'oublierai jamais mes premiers cours de philosophie. Le livre s'appelle L'action. On a décrit la passion amoureuse. On a comparé la passion amoureuse à une brindille quelconque, à un bout de bois quelconque qu'on a jeté sur la neige et qui s'est recouverte de cristaux de neige, comme un bijou. Mais quand le soleil s'est levé et que la neige a fondu, à nouveau, on a vu la brindille de rien. Mais la vérité est qu'entre-temps, quand il y avait les cristaux, on est passé devant le maire ou devant l'imam ou devant le prêtre, on a passé le contrat. Et que peut-être on a empesé cette mise ensemble par quelque chose de naturel qui ont produit d'autres êtres vivants fragiles qu'on dit des enfants que la société voudrait voir soigner. Alors on a institué le mariage. L'instinct sexuel et l'amour sont naturels. Le mariage est une institution des hommes, quelle que soit la nature de mariage. Et c'est pour le besoin de maintenir les deux ensemble pour s'occuper de leurs fruits naturels que les humains les plus avancés ont institué cette mise en présence qui dure. Sinon, pour dire vrai, qu'est-ce qui prescrit à un homme de revenir dormir dans la même maison tous les soirs? Si ce n'est que la société a dit, tu dois faire, et qu'à force d'avoir entendu dire tu dois faire, il fait probablement. Et les cas où il ne fait pas, la société qui monte bonne garde, ouvre de grands yeux et dit il a découché. Je suis profondément convaincu que dans la plupart des cas, ce que nous appelons l'amour ou même l'attirance sexuelle est un phénomène biochimique qui a un rapport avec le comportement des hormones. La preuve, que ce soit en botanique, dans le règne végétal, ou en biologie, dans le règne animal, la cellule femelle reste sur place. L'osphère en botanique et l'ovule dans le règne animal.
reste sur place, ne bouge pas, n'a pas de flagelle pour avancer. Mais émet des fluides qui attirent les entérozoïdes dans le règne botanique et les spermatozoïdes dans le règne animal qui viennent. Cela correspond exactement au surcroît de toilette des dames, mais au fait qu'elles attendent plutôt que l'homme accourt dans les cas moyens. Donc la femme est un piège, c'est-à-dire une chose active, mais organisée pour que quand on s'en approche, parce qu'il y a un appât, une illusion de quelque chose, on y reste. Alors, quand on a ces troubles hormonaux et qu'on a devant soi, pour nous qui sommes, je peux me permettre de le dire, normaux, une personne de l'autre sexe, les troubles que l'on a, qui sont de nature biochimique, on les appelle coups de foudre, on les appelle amour. Donc, le comportement, ou si vous préférez, les belles toilettes, tout ce qu'il y a comme arsenal sur les cheveux. L'Oréal est la première fortune de France, parce qu'on s'occupe beaucoup des cheveux. Ce sont des cellules mortes, mais comme ça retombe, ça ressemble à quelque chose, on a envie de s'agripper ou de les payer avec les griffes. On met beaucoup de sous là. Et la femme fait usage de son corps. J'ai envie de me lever. Si un homme se tient là, c'est bien. Mais est-ce qu'un homme ferait ça? Est-ce qu'un homme va se déhancher, va se tenir comme ça? Mais la femme le fait. Est-ce qu'un homme va faire ça? On va le soupçonner de quelque chose. Quand la femme, elle fait ça, elle dit en fait, je vais tomber, recueille-moi. Si, c'est vrai. Et cela lui est dicté par les fluides de ses ovules, qui lui commandent d'attirer l'homme, parce que Dieu, qui veut que l'espèce se perpétue, a dressé le piège du plaisir pour que personne ne néglige de poser cet acte-là, afin que nous y allions, pas de hanches mortes, afin qu'il y ait des enfants aujourd'hui, demain et après-demain et éternellement. Donc l'attirance sexuelle, que l'on qualifie d'amour et de tout le reste, son institutionnalisation, que constitue le mariage, constitue une réalité, je dirais, biochimique de base de la création. Il n'est pas nécessaire que je parle de Dieu, parce que nous ne sommes pas tous tenus d'y croire. Non, jamais. Et le sexe pour gagner sa vie, je ne sais pas quoi vous dire. Si, il y a des professionnels du sexe qui gagnent leur vie avec leur corps. D'accord? Ce qui est connu et connu de tous, c'est justement ce métier-là qui est pratiqué par plutôt les dames. Les hommes, c'est plus rare. Seulement on m'a dit qu'il n'y a pas plus désireuse pour arrêter avec la prostitution que les prostituées elles-mêmes. On m'a dit, des professionnels du secteur m'ont dit qu'il n'y a pas plus désireuse de cesser avec la prostitution que la prostituée elle-même. Un autre professionnel m'a dit, étant allé faire une enquête, voulant renseigner des fiches, elle a parlé à une prostituée le matin à 9h, qui lui a dit 2 minutes, je vais faire le ménage. Et elle était allée pour jeter un peu loin le contenu de sa corbeille, excusez-moi, de préservatif. Et à vue d'œil, mon camarade en a vu comme une petite cinquantaine. Et lui a demandé,
Madame, c'est pour combien de jours ça? Et elle répond, non, non, c'est juste cette nuit. Figurez-vous juste le nombre de différences d'odeur corporelle. Mal. Qu'elle a dû prendre sur elle froidement pour faire son chiffre d'affaires de cette nuit-là. C'est un métier. On gagne sa vie. Avec cela, c'est réglementé dans certains pays. C'est puni dans certains autres pays. Et c'est toute une industrie derrière. Mais il est évident, tel que je l'ai présenté, à nos yeux, de juges prétentieux, que ce n'est pas bien. Mais ce n'est pas moi qui le condamnerai à mort. Puisqu'à vrai dire, elles le font simplement à un degré, au degré maximal. Il y a bien des degrés moindres qui consisteraient à ne pas aligner les clients à la queue leu, à l'authentique, mais à les gérer à l'intérieur d'un portefeuille. Si, ou à les gérer sur une semaine ou sur 2 mois. Il est évident dans notre société, me semble-t-il, si vous y êtes, si vous n'êtes pas en périphérie de la société, nous parlons des dames, on pourrait parler des hommes. Les hommes, eux, sont des animaux à peine domestiques. Mais nous parlons des dames. On pourrait parler des hommes. Il y a aussi, dans notre société, des dames qui, sans se faire payer à chaque livraison, se font payer de manière étalée, ont des sponsors. Voilà. Pour quelques sponsors, ça peut passer du singulier au pluriel. Et ça peut être un pluriel faible ou un pluriel un peu fort. Moi, j'ai déjà entendu « je gère ». Moi, j'ai déjà entendu « je gère ». La formule « je gère » ou « nous allons gérer », qu'on entend dans la bouche des femmes aujourd'hui, qu'est-ce qu'on gère? Il dit cheptel. Cheptel viril, il le dit, Ce que l'on gère, quand on dit nous allons gérer, il vous lui demandez des faveurs. Apparemment, il y a quelques embarras, mais elle dit je vais gérer. Dès lors qu'elle dit je vais gérer, c'est qu'il y a risque d'embouteillage. Et qu'elle dit qu'elle va justement gérer le flux des entités en circulation, tel que l'embouteillage ne soit pas la base d'un problème majeur. Pour dire vrai, les amis, notre vertu proclamée sont les fautes qui n'ont pas été encore révélées au grand monde. Je vais essayer de me répéter. Notre vertu révélée sont nos fautes qui ne sont pas encore révélées au grand monde. Mais si on révélait au grand monde le quart de la moitié du tiers de ce que nous faisons en cachette, il y aurait la bagarre et la guerre mondiale, la troisième, immédiatement. Chacun n'a qu'à se regarder là tout de suite, même les plus vertueux, et se dire, tout ce que j'ai fait là, si je devais le dire, tout dire à tout le monde, qu'est-ce qui se passerait? Ce serait la catastrophe. Et je suis convaincu que c'est presque valable pour nous tous. Alors, mon ami juste à côté fait un sourire tellement malicieux. Lui, je n'arrive pas à interpréter son sourire. C'est deux choses l'une. Ou bien il veut jouer à me faire croire qu'il ne comprend pas, ou bien il fait un aveu de culpabilité élégant. Je suis entre les deux. Entre le bien et le mal. Aidez-moi. Pourquoi ce thème et à travers le personnage de Rabat, est-ce que c'est un encouragement à poursuivre dans cette logique? Ah non, ah non. Politique, ah non. La sexualité. Ah non, ah non. Je voudrais voir le visage de celle qui a posé cette question. Je vais lui parler. Oui, je peux vous voir. Ah, c'est plutôt. Non, c'est un homme qui a posé cette question? Non, non.
Non, la féministe. Je vais vous dire avec respect, et avec un cœur sincère, que je ne pense pas du mal de la femme. Au contraire, j'ai un profond respect pour la femme pour des raisons personnelles. Il y a quelques extrémités aujourd'hui dans notre société. Vous le savez. Dans la société en général. Ce serait... Pourquoi avoir voulu focaliser l'attention dans l'arène politique? Puisque Ramat est une politicienne. Bon, je vais vous dire toute la vérité. J'ai demandé à mon éditeur qu'est-ce qui intéresse les gens aujourd'hui. Il m'a dit le pouvoir, le sexe et le fétiche. Je lui ai demandé qu'est-ce qui les intéresse chez nous autres là, nous d'ici là. Il me dit le pouvoir, le sexe, il a dit le vaudou. C'est moi qui ai dit le fétiche. Et ça, j'ai voulu mettre les ingrédients pour voir ce que ça va avoir comme résultat. Le sexe comme outil de guerre, ou comme guet-apens, ou comme appât, oui. Les fétiches pour ceux qui y croient comme adjuvant au pouvoir. Mais à vrai dire, pour revenir au sacrifice, ce que je crois savoir, je ne suis pas sûr de moi, ce que je crois savoir, c'est que les sacrifices nous entraînent à l'audace et nous donnent l'assurance de la victoire. Si on nous demande de faire une chose simple, boire un verre d'eau pour avoir un résultat, nous allons dire que le résultat sera proportionnel à la banalité du fait de boire un verre d'eau. Mais si on nous dit, excusez-moi, ça va être horrible, je n'ai pas l'intelligence de trouver plus fin, de boire une gorgée de sang de poulet, on est déjà monté en grade dans l'horreur, dans le challenge. Maintenant, si on nous dit de boire une gorgée de sang humain, on monte davantage. Maintenant, si on nous dit de boire une gorgée de sang humain, mais il faut que l'humain soit un nouveau-né, on est encore monté dans l'horreur. Si nous rendons le service, je ne sais à quelle entité ou à notre propre conscience, le fait de l'avoir fait va nous faire savoir que quelque chose nous est dû. Et si cette chose-là nous est due dans notre esprit, nous allons probablement nous donner les moyens matériels de l'avoir. Je ne sais pas si je suis parvenu à m'exprimer. C'est comme cette croyance que 41 partenaires rendraient la dame folle. Il ne s'agit pas de folie psychiatrique. Il s'agit simplement de ce que, avant qu'une femme n'atteigne le chiffre de 41, elle doit avoir été impudique dans une certaine proportion. Et ce niveau d'impudicité va l'amener à sauter suffisamment de balises pour qu'on la croie hors de la société normale. Et c'est cela la folie. C'est la liberté de celui qui a sauté les balises. Il y a une expression qui s'utilise dans une de nos langues qui consiste à dire franchissons le pas ou franchis le pas, fais ce que tu ne veux pas faire là. On dit Amina, saute dame tangbe, jette le contenu de la tête. Ça veut dire que nous reconnaissons que notre tête est un dépotoir d'éducation, d'idées, de croyances, de formation. Il y a des choses là-dedans qui nous disent que vas-tu faire là, qui nous contrôlent. Et si on dit saute dame tangbe, on n'a pas dit saute à tangbe, jette le contenu de la tête, c'est-à-dire les dépôts moraux, réglementaires, religieux, de toutes sortes qui ont été déposés par de plus malins, sort un instant pour poser un acte. Et on vous invite à cet exercice-là quand on veut vous amener à franchir un pas, mais un pas vers ce qui est convenu comme étant le mal.
Ce qu'il faut faire seulement si on a de l'audace. Un tout petit peu. Vous avez eu l'air, professeur, de vous plaindre de l'état des lieux intellectuels. D'abord, moi, je suis ravi, je suis complètement ravi. Depuis que je suis entré dans cette maison, que je découvre aujourd'hui, je n'ai cessé de dire à M. Aledi, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et quand j'ai vu la première salle, je m'étais dit, c'est merveilleux. Et quand j'ai vu la deuxième salle, j'ai dit, mais c'est encore plus merveilleux. Et quand nous étions assis et que vous étiez là et que c'était plein, je me dis, mais c'est au Bénin que les gens se sont assis pour ça. Et quand j'ai vu d'autres amis occuper le haut, ça veut dire finalement que les problèmes vont se régler. Mais pour cela, il y aura beaucoup de calebasses de sacrifices. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous y êtes, faites-le passionnément. Parce que, vous l'avez dit, hein, la quantité de richesse qu'il y a dans un pays est directement proportionnelle à la quantité de réflexion qu'il y a. Réflexion de toute nature. Rien ne changera en termes de confort, de bien-être, de bonheur, de sécurité, si on ne réfléchit pas. Maintenant, si quelqu'un a eu 700 personnes il y a quelques décennies et que vous en avez eu 7 après, c'est que vous êtes concurrencé par les feuilletons brésiliens et par WhatsApp. L'esprit veut manger de la nourriture spirituelle. Si nous nous contentons du trop plein des feuilletons brésiliens, parce que ça marche fort, quand ça tourne, les habitants ne disent même pas bienvenue ou bonjour, les gens ne se parlent pas. J'étais dans un restaurant il y a quelques jours, il y avait une vingtaine de jeunes gens autour d'une table. Sur les 20, 17 étaient à leur téléphone, ils ne se parlaient pas. Je crois qu'ils attendaient quelqu'un d'autre. Et c'était visible, j'étais avec des collaborateurs, donc des gens de mon âge, je dis, regardez là-bas ce qui se passe. Il y en avait au moins 17 qui avaient la tête baissée. Maintenant, il faut se demander simplement ce qu'on rencontre sur les réseaux sociaux ou sur les feuilletons là. Est-ce que c'est ça la culture? Est-ce que c'est ça qui fait qu'un homme est intellectuellement vertébré debout? Moi, je réponds non. Puisque, sans faire offense, les jeunes gens qui sont au feuilleton et qui sont sur WhatsApp, je les entends je les entends parler, je les entends raisonner. Ils n'y sont pas. Messieurs les professeurs de français, est-ce que vous savez, attention, ce n'est pas de la critique, hein? C'est juste que je rends compte de ce que je vois. Est-ce que vous savez qu'à 70%, nos jeunes camarades, nos enfants, nos jeunes frères, à 70%, niveau Bac plus 2, ils disent « je les ai dit », mais jamais je leur ai dit. Et ils ne savent même pas pourquoi ils diraient « je leur ai dit ». Je dis à 70%. Moi, je ne dis pas que le français est notre langue. Et je sais bien me venger du français en parlant ma langue, la mienne. Et je la parle bien. Mais attention, les défauts ou les faiblesses que nous avons en français quand nous disons « je les ai dit » ou bien il faut la téléphoner, ça correspond à des défauts équivalents en système métrique, en histoire, en culture générale, en capacité de conduite du raisonnement. Pour connaître le goût de la mer, il ne suffit que d'une gorgée. Quand un enfant, moi, me parle, et que je l'écoute 5 minutes, moi je sais qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Mais je redis. Vos élèves, même quand ils ont fait le bac, plus 2 ans, ne font pas la différence entre le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Et je me demande juste qu'est-ce qui est en train de nous arriver, non pas parce que je tiens au français, mais c'est que je sais aussi qu'ils ne sauront pas qu'un litre d'eau fait 1 décimètre cube d'eau.
Ils ne sauront pas non plus qu'en versant un litre d'eau sur une superficie d'1 mètre, ça aura 1 millimètre d'épaisseur. Ils ne sauront pas non plus que le Bangladesh est un pays d'Asie dont la capitale est Dhaka. Parce qu'on ne peut pas se cultiver sélectivement. La culture, c'est un liquide presque homogène. Si vous en avez, vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas. Maintenant, quand moi je vois tant de personnes, pour la plupart jeunes, tendre la main, je suis rassuré, vous êtes de l'espoir. Maintenant, il faut insister. Demain, ce qui manquera, ce ne sera pas les ingénieurs pour fabriquer les androïdes, ce sera les intelligences pour y mettre des idées de qualité. Les hommes aujourd'hui se sont donné les moyens, les forces de feu, pour détruire la Terre 10 000 fois. Donc ce que nous cherchons pour demain, ce n'est pas celui qui va nous faire des armes en faisant des combinaisons chimiques, mais celui qui va parler au cœur de l'homme pour désarmer le cœur de l'homme afin qu'il ne fasse pas la guerre. Merci. Chapitre 16e, compte rendu et congratulations. Page 113. Après la récitation des paroles, l'empilement des mains, le redressement des bustes et le croisement des regards, Ramat commença à rendre compte au cercle des sœurs de son voyage de l'autre côté de la frontière. Mes chères sœurs, ce n'est pas pour en tirer l'orgueil, car que possédons-nous qui ne nous est pas été donné? C'est donc en toute humilité que je viens vous rendre compte, chères sœurs, de ce que j'ai fait montre au cours de cette mission cruciale d'une habileté singulière. Et si l'on devait en juger rien que sur ce coup, je crois qu'il s'écoulerait des générations entières de femmes avant que l'on en trouvât une autre qui approcherait le niveau de nos savoir-faire. Je voudrais en 2 minutes situer le contexte. En fait, la Ramat est allée chercher un appui dans un pays voisin pour avoir une position qu'elle va valoriser dans son propre pays. Elle a réussi à séduire un patron pour avoir son appui. Maintenant, elle vient rendre compte à ses camarades de ses hauts faits de guerre, dans le détail. C'est ce qu'elle est en train de lire. Elle vient rendre compte à ses camarades, à d'autres femmes, de ce qu'elle a fait. Comment ça s'est passé, comme le Cid a rendu compte, je ne sais plus, au roi, du combat contre les morts. Mes chères sœurs, si nous nous faisons le devoir de changer de tels témoignages entre nous, ce n'est pas pour en tirer l'orgueil, car que possédons-nous qui ne nous est pas été donné? C'est donc en toute humilité que je vais vous rendre compte, chères sœurs, de ce que j'ai fait montre au cours de cette mission cruciale, d'une habileté singulière. Et si l'on devait en juger rien que sur ce coup, je crois qu'il se coulerait des générations entières de femmes avant que l'on en trouvât une autre qui approcherait le niveau de mon savoir-faire. Vive la sœur Amat! Notre sœur des grandes œuvres charnelles parle. L'humilité en cette matière est une offense à celui qui a sculpté ton corps. Parle, Ramat, parle. La bataille s'est déroulée en 2 phases distinctes. Ainsi, j'ai guerroyé assise, puis j'ai guerroyé debout. Dans le commencement, je lui ai asséné des coups partis de mon visage, de ma tête, des mouvements de mon cou comme charge un bélier, afin qu'il tombe à la baisse. J'ai dressé des toiles d'araignée de mon sourire partout, ses yeux ternis par l'âge pourraient se poser, afin qu'il s'y empêtra. Puis, j'ai engagé les parties basses de mon corps dans un face-à-face démoniaque. Je lui ai dévoilé la moitié inférieure de mes cuisses, afin qu'il fantasme sur la moitié supérieure de celle-ci, une idée de piège fourchu, afin que son esprit se coinçât dans le guet-apens spongieux, chaud et moite. D'un geste que la pudeur m'interdit de préciser ici. Mais je vous garantis que le loup s'en souviendra et que le souvenir du plaisir le ramènera sur ses pas. Et moi, Ramat, je l'entortillerai sur plusieurs couches de mon charme, des pieds à la tête, solidement pour en faire un instrument soumis, mais fort utile à leur cause. Oui, ligote-le des pieds jusqu'au cou, supplia une des 12. Ligote aussi son esprit, lacère-le en profondeur, et qu'il ne respire que par à coup. Ainsi, nous disposerons de lui toujours. Toujours. Oui, Ramat.
chérit notre corps. Que les dieux et leurs légats prennent soin de ton corps et qu'ils soient une arme conclusive contre les mâles. Que les dieux et leurs mieux de diabloter lubrifient tes parois et que ta peau aussi soit un plancher de peau de banane où ils glisseront. À qui mieux? Mieux est qu'ils soient fracturés et désarticulés en maintes parties de la charpente de leur esprit. Ô femme guerrière qui guerroie les mains nues, qu'as-tu chargé de ton front superbe qui ne soit tombé à la mauvaise? Ou tu es de ton flux vénéneux qui ne soit mort? Ton corps est tout enduit de miel pur. Voilà. Des centaines de mâles accourent pour le napper à genoux en longueur et en largeur. De leur langue tendre et frissonnante. Voilà. Ils tombent les bras en croix et on ne voit plus que le blanc de leurs yeux retournés. Monte à l'assaut de mes citadelles et tous te seront livrés entre les mains. Je ne peux tout de même pas dire. Entre. Ô impératrice des contrées charnelles, avance et soumets le monde à ta souveraineté enivrante. Nous, tes sœurs du siècle, t'emboîtons les pas. Nous avançons hardiment, épaule contre épaule, s'épointant sa guerre et intestinant d'envie sur les champs de bataille lubriques du monde. Là-bas, par les armes de la volupté et de la jouissance d'union, ainsi seulement nous pourrons nous emparer de la totalité du pouvoir. Oui, ma sœur, il est de la nature du pouvoir d'être total. Et il n'y a de pouvoir nulle part s'il y en a eu débris égarés ailleurs. Et ce pouvoir total, les sœurs du siècle sous la conduite de leur reine-mère Ramat le conquérant. Que les dieux dans l'ombre des choses livrent ce pays entre nos cuisses. Et pourquoi ne pas le dire ouvertement? Accroupissons-nous avant tortueux et lubriques. Quadrillons le pays entier pour traire les mâles. Extrayons de leur corps jusqu'à les assécher le lait translucide et visqueux qui les revigore et qu'ils titubent et tombent de vertige. Abreuvons-nous goulûment de leur substance et qu'ils tombent blêmes à demi morts sous nos pieds conquérants. Buvons sans nausée de grosses gorgées de leur fluide énergisant afin que nous en soyons fortifiés. Arrachons leur enfin unique domination originelle. Une arme de cette puissance ne peut être contrôlée par la forte musculature ou la haute stature, mais plutôt par la malice d'un corps lisse, où tous glissent, pissent et plissent. Il y a comme une satire, mais une satire de cette façon de... C'est-à-dire vous, c'est comme si vous critiquez, bon, mais de façon habile, que vous critiquiez cette propension à marchander le sexe au niveau des administrations. Mais je sens quand même, on n'écrit jamais pour rien, je sens quand même derrière, pas un ton moralisateur, mais une façon d'attirer l'attention sur ce que vous, je pense bien, considérez comme un mal, étant donné que vous êtes un vieux routier de l'administration. Je n'ai pas lu l'ouvrage, mais je me permets donc d'avoir quelques préjugés. On a l'impression, lorsqu'on suit toutes les interventions, que l'auteur s'est tellement accroché à décrire des scènes érotiques, ou du moins à construire la diégèse autour d'un personnage qui utilise ses atouts physiques pour pouvoir atteindre un objectif, qu'on a semblé à un moment perdre de vue un pan important du récit, c'est-à-dire là où Ramat construit une secte. Je veux parler donc du sectarisme. Aujourd'hui, il est dit, ou du moins une certaine opinion, estime que les plus grands lobbies de ce monde sont ceux-là qui se sont regroupés dans les sectes et que les plus grands décideurs se retrouvent dans les sectes. Cette femme, Ramat, est-ce qu'on ne pourra pas dire que tout ce qu'elle a eu à faire, tout son parcours en réalité n'était pas pour pouvoir atteindre ce stade, c'est-à-dire construire une secte, parce que les sectes, on le sait, avant d'en avoir accès, il faut avoir une certaine, je vais dire, ascendance sociale. N'importe qui n'entre pas dans les sectes. Et lorsqu'on veut vous ouvrir les portes des sectes, eh bien, il faut que vous ayez un niveau donné. Et donc, tout cela, est-ce que ce n'était pas pour pouvoir se voir ouvrir les portes d'une secte afin donc de parvenir au pouvoir? Ça, c'est la première question. La deuxième, ou du moins les autres, je vais les regrouper en une seule question.
concerne pas forcément directement le livre qui nous unit ici, mais ça concerne l'auteur. Comment un enseignant de français, un enseignant d'anglais, quelqu'un qui a été formé pour être enseignant d'anglais, s'est-il retrouvé dans la littérature? S'est-il retrouvé à devenir romancier et essayiste? Parce que vous avez écrit également des essais. Il y a Victor Hugo qui, depuis son jeune âge, disait qu'il voulait ressembler à Chateaubriand ou rien. Vous, quel est votre modèle? Et enfin, Umberto Eco a dit que le mot inspiration a été inventé par des écrivains roublards pour pouvoir camoufler, ou du moins pour pouvoir être un peu vantard à leur égard. Et que l'inspiration est le fruit, du moins le génie de l'écrivain, est le fruit de 10% d'inspiration et de 90% de transpiration. Quand vous écrivez, pendant que vous étiez en train d'accoucher, je vais dire ce chef-d'œuvre, est-ce que vous vous êtes senti, je vais dire, est-ce que cela a été laborieux pour vous? Comment vous vous êtes senti? Combien de temps avez-vous pris pour pouvoir accoucher cet ouvrage? Merci. Je n'ai pas compris par quelle magie ce monsieur n'a pas été érodé par l'engagement politique. Je suis surpris par ce talent à l'état pur qui est resté et qui est demeuré comme un feu, toujours debout, toujours brûlant. Quel est le secret, Gaston Zoussou? Parce que je sais que nous avons fait du chemin ensemble quand ça a commencé. Je sais que quand Gaston Zoussou a décidé de publier une première fois, tout ce qui s'est passé, tous les feux qui ont brûlé, il a continué dans le génie, dans le talent. Comment on maintient ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que je suis solidaire du constat du professeur Boudou Adinou. Nous, quand on faisait l'aide moderne, on était 10. On était 6 étudiants. On était 6 étudiants, comment on appelle ça, réguliers, et 4 fonctionnaires. C'est-à-dire que quand l'amphi était rempli, on était 10. Aujourd'hui, ils sont 1000. Et ils sont 2000. Ils sont 2000. Bon, nous, quand on était en première année, on était 10. Et au fur et à mesure qu'on évoluait, les gens échouaient. Donc, maintenant, les gens en lettres modernes sont 2000 dans un amphi. Moi, un jour, mon ami Fernand Béton m'a dit de venir. Je suis allé, j'ai failli tomber évanoui parce que je pensais que j'étais en sciences juridiques. Or, lettres modernes à l'époque, c'est là où on cultive la lecture, le talent, le génie, la capacité de réfléchir. Ça se passe en lettres modernes, ça se passe en philo et tout, mais aujourd'hui, ces amphis sont remplis. C'est ma préoccupation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être Gaston Zoussou? Qu'est-ce que vous avez fait, Gaston Zoussou, pour rester comme ça? Parce que moi, je ne vois pas le roman. Je ne vois pas. J'ai honte parce que je n'ai pas lu le roman avant de venir, mais j'ai tenu à dire quelque chose. Mais parce que ce n'est pas un roman, mais c'est l'application de toute une philosophie. C'est des prises de position, de haute pensée. C'est trop de choses à la fois. On ne va pas critiquer aujourd'hui les jeunes qui s'adonnent au feuilleton, on ne va pas critiquer les jeunes qui s'adonnent à ce que les Blancs nous ont amené à faire, tête baissée, on l'aide tous, moi aussi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je veux quitter cette salle avec peut-être un diagnostic, parce qu'au-delà du roman, on voit un intellectuel qui prend position par rapport à sa société, par rapport à la spiritualité, par rapport même aux endroits les plus profonds, au mal et au bien, à l'amour et à la haine, et aussi à la guerre. Est-ce que nous pouvons nous en sortir dans son dessous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que aujourd'hui nous devenions des citoyens qui aient un sens et qui parlent encore pour la culture, culturellement parlant? Merci. Je te remercie de n'avoir pas déçu l'espoir que j'ai placé en toi, parce que tu m'as fait l'honneur de lire le tapisserie qui a consacré ton entrée dans le monde combien difficile de l'écriture. Je peux parler de ton premier livre. Merci. Et n'arrête pas. Et que dans son bureau, où il était ministre, quand j'ai voulu lui faire le compte rendu de la lecture que j'ai faite de son premier livre, j'ai commencé par le vous voyez, il a pris un bic, il dit
chaque fois que tu me vois, je marque un trait et tu me dois 500 francs. J'ai dit, mais monsieur le ministre, je ne peux pas vous voir. Et puis, je ne peux pas vous tutoyer. Et je n'ai pas pu gagner le bail. Parce que je l'ai envoyé et je lui ai dû beaucoup d'argent que je n'ai pas payé jusqu'à présent. Donc c'est juste pour le montrer ce matin que j'ai gagné le bail. À travers l'extrait qui vient d'être lu, j'ai retenu une portion de phrase. Instrument soumis à notre cause. À travers cette portion de phrase, nous voyons que Ramat plutôt et ses camarades sont convaincus qu'à travers le sexe, qu'elles peuvent atteindre des objectifs de vie. Mais je voudrais demander à M. Gaston Zossou s'il n'a pas pris indirectement position lorsque déjà, qu'on appelle Ramat, échoua aux élections et puis elle mourut après. S'il n'a pas pris indirectement position, soit disant qu'à travers le sexe, qu'on ne peut pas arriver. L'autre chose, c'est vous remercier. Merci beaucoup, dans l'espoir de devenir ou d'oser emboîter les pas dans 7 ou 10 ans. Merci beaucoup. Quand j'ai écouté l'auteur parler, je voudrais lui poser une question. Ben, je ne suis pas choquée, mais je voudrais une réponse sincère. Est-ce que votre philosophie est celle de Fatima dans ce livre? Parce que je l'ai senti quand vous étiez en train d'expliquer la portée du nombre 41 de mal qu'il ne fallait pas escalader, ce que la grand-mère lui avait dit. Quand je fais le lien, c'est un peu ce qui a été développé dans le livre par Fatima pour dire à sa cousine que voilà, on t'a dit ça, mais c'est pour te mettre une barrière. Est-ce que ce personnage-là, ce que ce personnage-là a dit dans le livre, est-ce que c'est vous qui le dites? L'autre question, par rapport au livre, moi j'ai eu un problème de description dans l'environnement même de Ramat. Son enfance, on ne nous dit pas grand-chose par rapport à son quotidien, son rapport avec les autres membres de sa famille, à part Fatima et sa grand-mère. Alors que moi, je me dis, une femme comme ça, c'est beaucoup de choses qui façonnent une personnalité. C'est beaucoup de choses qu'elle a vécues, c'est des relations qu'elle a eues avec ses parents. On ne sait pas si... Dans son enfance, c'est qui s'explique plus tard. Oui, mais je trouve que le cercle familial n'a pas été assez décrit, à mon avis, pour qu'on puisse mettre le doigt sur la personnalité psychologique de Ramat. J'ai dit que je ne suis pas un moraliste. Je ne vais pas enseigner. Bon, je pourrais encore me permettre de suggérer que là c'est bon, hein. Mais je ne veux pas juger le mal. Je ne me sens pas digne de juger le mal. Je ne me sens pas digne de condamner le mal. Et à l'aune de mes propres faiblesses. Voilà. Je le dis simplement, je l'avoue. Si vous avez des traces de jugement, de condamnation de la bouche de personnages, de ma propre bouche, retenez que je décris des faits. Dans ma petite vie, qui n'est plus bien petite aujourd'hui, je me suis surpris à déplacer le curseur, c'est-à-dire ce qui m'a scandalisé, presque à me faire tomber à la renverse aujourd'hui, je le regarde froidement, et je le gère froidement. Et peut-être bien que ce que j'ai pensé impossible à l'âge de 25 ans, je le ferai aujourd'hui. Puisque si le niveau d'indignation baisse, la possibilité de commettre les mêmes fautes augmente. Et à vous qui êtes jeunes et qui me faites ce procès filial, je vous dis ce qu'a dit la mère Trude au porcin. Maman, pourquoi ta gueule est si longue? Et elle lui répond en quelques grognements, laisse travailler le temps. Et tu sauras. Vous savez, quand on est jeune,
on est comme une plaie neuve, une plaie vive. On est sensible. Vous savez, le premier choc que j'ai reçu de ma vie professionnelle, à l'âge de 26 ans, au lycée Koulibaly, j'ai interrogé au baccalauréat, en anglais. Un candidat d'âge relativement mûr par rapport aux enfants, après l'interrogation, me retourne son livre d'anglais, A Man of the People. Je prends d'instinct le livre de ses mains et je vois une enveloppe. Je me suis dit, une recommandation d'un collègue en sa faveur certainement, et j'amorce le geste des doigts pour ouvrir l'enveloppe, et je vois des billets neufs rangés. Et je perds mon sang-froid et je lui jette le livre au visage. Il accueille avec une adresse inouïe, il se retourne avec un calme olympien et sort de la salle. Et moi, j'ai perdu tous mes moyens, incapable de poursuivre l'interrogation des autres candidats. J'ai respiré, comme on me l'a enseigné, pendant qu'on parle de secte, on y reviendra. Il vaut mieux être quelque part que d'être nulle part. J'ai marché dans la cour du lycée Koulibaly de bonnes minutes, sans recouvrer mon équilibre. Impossible de remonter. Je me croyais humilié, insulté. J'étais convaincu que c'était la pire des ignominies. Je n'ai pas pu remonter. J'ai enfourché ma motocyclette. Je suis allé voir un aîné qui est encore vivant. Et je lui raconte avec beaucoup d'excitation l'offense, l'offense, l'offense. Et il m'a répondu, en fond, c'était pour me faire l'électrochoc. Je vais dire ce qu'il a dit et puis je vais traduire pour ceux qui ne comprendraient pas fond. En fait, il me dit que c'est parce que le mal existe, que la pratique existe, que le candidat t'a tendu l'argent, va faire ton boulot. Et puis, donne-lui une bonne note, hein, donne-lui une bonne note là. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, ce qu'il a fait ne m'a pas guéri. Mais ce fut un électrochoc. Je suis retourné au lycée et j'ai fini mon travail. Mais je n'oublierai jamais. Pourquoi j'en parle? Aujourd'hui, si je suis objet de corruption, le maximum que je pourrais faire de bien serait de dire non, merci, ça ne se passe pas comme ça. Mais je ne vais plus être choqué. Ce n'est pas moi qui ai créé le monde pour être en train de hurler contre l'état du monde. Quel est mon problème à moi? Moi, j'ai un petit bout de temps à passer, je le passe. C'est dans cela que je dis que je me suis surpris à déplacer le curseur de l'indignation. Ce qui était pour moi scandaleux, inadmissible, est devenu une chose du décor. Moi, je ne dirais pas normal. Vous allez me faire un procès. Et peut-être avoir même la présence d'esprit de glisser au-delà de ce que j'ai dit. Alors, un homme, c'est quoi? Un homme, ça s'use. Un homme, ça s'use. Quelle que soit votre solidité, vous vous usez. Quelle que soit la force de vos principes, vous vous usez. Ovide a écrit à Califouchon sur l'an 0, dans un autre contexte, il dit il n'y a rien de plus mou que l'eau, et rien de plus dur que le rocher, mais nous observons sur nos plages que l'eau finit par creuser dans le rocher. Il a dit que le soc de la charrue finit par s'user contre la terre qu'elle déchire. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'il n'est pas bien ou qu'il n'est pas utile de juger. Et je ne suis pas le premier à le dire. Christ a dit, ne jugez pas car vous serez jugés. Ne mesurez pas car vous serez mesurés de la mesure dont vous vous êtes servi pour mesurer autrui. C'est une position extrêmement confortable de ne pas juger. C'est-à-dire d'observer les choses comme elles sont. Si vous identifiez une chose comme étant mal, vous prenez soin de ne pas avoir part au mal. Mais un dernier conseil, ne tombez jamais sous le jugement de la société. Parce que, pour dire vrai, nous faisons tous les mêmes fautes dites globalement. Mais les quelques distraits qui se laissent pincer, on se jette sur eux
pour se donner quitus de ce que l'on se comporte bien. Regardez ce qui se passe quand il y a un vindicte populaire. Donc par hasard, il y a 100 gens honnêtes qui sont contre les voleurs et qui sont contre le vol et qui brûlent celui qui a volé. Vous pensez que la meute qui brûle là, il n'y a pas de voleurs attitrés dans la meute? Ils ont été sélectionnés comme vertueux pour punir le voleur rapidement? Non. Bien souvent, ce que nous dénonçons le plus fort en journée, c'est ce que nous faisons la nuit. Et bien souvent, le mal que nous soupçonnons chez l'autre, c'est le monstre que nous couvons au-dedans de nous. Autant que possible, vivons, ayons le moins raison possible sur les hommes, mais contribuons. C'est difficile pour moi de ne pas suivre le cours de ma pensée et de répondre, disons, aux questions telles qu'elles ont été posées. Vous avez parlé de secte. Alors je suis assis ici, je ne suis membre d'aucun groupe de cette nature-là. Mais j'ai dit devant des collaborateurs la semaine dernière qu'il me semble que 70% de la culture que j'ai, si j'en avais quand même une, que je le tiens de choses que j'ai étudiées dans des contextes sectaires. Simplement. Vous me comprenez? D'accord? Et c'était à l'âge, c'était avant 30 ans. Quoi. 70% de ce que moi je crois connaître, en dehors du métier que j'ai appris, j'ai le sentiment que ça me vient de monographie d'une école dont j'ai été, bon voilà, moi je dirais élève, un autre dira initié, un autre encore dira ce qu'il voudra, mais il ne faut pas avoir peur de la vérité, il ne faut pas avoir peur de la lumière parce qu'elle vient du dehors. Il est de sa nature de venir du dehors. Maintenant, il y a les gardiens de troupes qui sont chargés de vous mettre en garde contre tout ce qui n'est pas ce qu'ils vous ont proposé en premier plan. Mais je vous garantis que, grosso modo, plus vous vous serez promené, mieux davantage vous en aurez vu, ou plus vous en aurez vu vers la fin de votre vie. Moi, je me considère comme un tas d'immondices. On peut tout déposer chez moi, ça va être du biogaz et ça va sortir un gaz pur qui va donner de la lumière. Rien ne me fait peur. J'ai lu tout. J'ai lu des saletés, j'ai lu des horreurs. J'ai tout lu. Bon, je n'ai pas dit que j'ai lu tous les livres, hein. C'est-à-dire j'ai lu toutes les natures de choses. J'ai lu toutes les natures de choses. J'ai lu le paranormal. J'ai lu le livre saint de l'hindouisme. J'ai lu le Bhagavad Gita. J'ai lu le Coran, même si je ne le comprenais pas toujours. Quant à la Bible, je peux dire que je suis de civilisation judéo-chrétienne malgré tout, même si je suis un bon nègre et fondamentalement païen. Les fautes que je ne ferai jamais ne sont pas celles qui sont interdites par les évangiles. C'est ce qu'on m'a soufflé à l'oreille en langue goum. C'est quand on m'a dit qu'on ne couche pas avec la femme de la personne de la maison. On dit dans ma langue, mais l'anglais d'Ohwe. À la limite, nous autres, on nous autorise à faire ce que nous voulons faire. Mais on ne couche pas avec la femme de son frère, ni avec la femme de son cousin, ni avec la femme de son ami. C'est plus fort que l'instruction civique, que les discours sur la bonne gouvernance et que les évangiles chez moi. Moi, on m'a dit, c'est-à-dire, si on t'a confié un troupeau, tu ne peux pas élever tes propres moutons dans le troupeau qu'on t'a confié. Moi, ça me poursuit. Dans mes chars, ça me poursuit. Je ne parviens pas à tricher avec mon intendance. Parce qu'on me l'a dit en compte primaire. On me l'a dit au berceau. À la limite, je l'ai têté dans le sein de ma mère. Donc, je ne fais pas de double jeu. Mais pour tout le reste, notre culture n'est pas leur culture. Notre culture n'est pas leur culture. Chez nous, on dit, on ne profite pas davantage. Vous ne pouvez pas faire un cadeau, je crois, de plus de $100 à l'ambassadeur des États-Unis. Il ne peut pas prendre. Eux ne prennent pas. Nous sommes d'accord? Mais en pays Nago,
chez nous on dit que dans la cour du roi, on ne dit pas chargez-moi, on dit déchargez-moi. Autrement dit, celui qui est le roi, celui qui est en position de dignité ou d'autorité, on lui apporte des choses. C'est ce qu'on dit chez nous, c'est nous quand même ça. On existait avant leur offre de civilisation, n'est-ce pas? Nous existions. Du temps où la mère oiseau n'avait pas fait l'oisillon, les enfants s'amusaient bien avec quelque chose. Donc ce quelque chose avec lequel les enfants s'amusaient, ça ne me dérange pas qu'on le range ou qu'on le range en partie. Mais qu'on le diabolise, moi je ne veux pas. Moi, j'ai lu tous les psaumes. Il y en a que je connais par cœur. Je vais dire de la Sainte Bible. J'ai lu les évangiles d'un trait, c'est-à-dire sans déposer une foi. Je crois que, mais les amis, quand j'écoute les taïns de chez moi, prier devant les Hassan, chez moi, là d'où moi je suis, ce que j'entends en langue goût a la même qualité poétique et spirituelle que les psaumes de David. C'est clair dans ma tête. Les symboliques, les images, la discipline de l'esprit, la conduite de la dialectique, c'est du même niveau d'élaboration. On ne me dira pas que les proverbes à répondant fond sont de moindre qualité que les productions littéraires occidentales, antiques ou actuelles. Sauf si on ne veut pas regarder avec objectivité. Ascendant social, il y a des groupes où on cotise beaucoup d'argent. Je tiens à ce que c'est un privilège de parler à des plus jeunes. Ne tombez pas dans le mauvais piège. Le pas d'entrer dans une mauvaise secte, dans une secte qui a pour vocation de faire le mal, ce qu'on paie pour entrer, ce n'est pas l'argent. C'est de servir au groupe que vous allez intégrer, la preuve que vous pouvez faire à l'intérieur du groupe, ce que l'on fait à l'intérieur du groupe avant votre arrivée. Si à l'intérieur du groupe, on doit agir sans pitié ou même tuer par cynisme, on va vous demander à l'entrée d'abord de tuer ou de tuer par cynisme. On prend des garanties si c'est la dureté de cœur, si c'est la méchanceté, le cynisme, si c'est un groupe de tueurs en série que vous voulez intégrer, sans cœur et sans pitié, ce que vous allez payer à l'entrée, ça doit être de donner quelque chose, de tuer ou de faire tuer quelqu'un pour avoir le mérite d'entrer dans le groupe. Ce n'est pas l'argent, c'est justement la société nouvelle qu'on nous a proposée là, qui fonctionne à l'argent. Vous comprenez? Sinon, nous fonctionnons sur la base des choses précieuses. Donc, si jamais on vous demande, dans un groupe, disons, à la porte d'entrée d'un groupe, de poser un acte majeur, solennel, en rapport avec votre intégration, dites-vous que ça correspond aux pratiques à l'intérieur du groupe et arbitré. Comment devient-on romancier ou écrivain quand on est ancien français, ancien anglais? Non, en vérité, ça n'a rien à voir. Hein? Moi, j'ai appris, l'anglais a été mon gagne-pain pendant 8 ans. J'ai compris que ce n'était pas bien, qu'un homme passe sa vie à dire à des enfants que le prétérit c'est l'infinitif incomplexe plus ED. Et puis j'ai rangé ça depuis, j'ai oublié. Il y a des résidus dans ma tête encore, je peux encore réagir à une conversation en anglais, mais ça fait quoi? Ça fait plus de 30 ans que j'ai fini avec cette affaire. Hein? C'est complètement fini. J'ai compris que la vie est beaucoup plus large que de dire que c'est le present perfect. Non, non, ça c'est bon. Les mamans gentilles peuvent faire ça toute leur vie. C'est impossible. Je serais mort ou hospitalisé en psychiatrie si je devais continuer à dire d'année en année à des enfants, force et go, oh là 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 là, quelle affaire. Je vous demande pardon, je suis un déserteur.
Je suis un déserteur. Honnêtement, c'est pas possible. Ce qui est remis en moi, remis beaucoup trop fort pour que j'observe longtemps une telle discipline. Vous savez qu'au secondaire, les gens n'ont pas pitié de vous quand ils vous donnent 4 classes de 3e. Ils ne savent pas qu'un homme normal va aller dans une classe et dire I remember when I first il quitte là, il dit I remember when I played football match. Il va encore là-bas, I remember the football match. S'il n'est pas très solide, il doit devenir fou. Je vous demande pardon. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants ici. C'est parce que moi, je suis fragile. Mais en plus, moi, je suis passionné. C'est-à-dire, je vais faire la totale. J'ai eu une année scolaire. Il y a eu de très mauvaises années ici où les enfants échouaient au bac à 95, 97%. Hein. Vous savez ça, hein? J'ai eu 4 classes. J'étais au CG d'Antopa. Il y a eu 4 classes de 3e où tout le monde a échoué. Même pas un oiseau. C'est du réel. C'est du réel, hein. Et puis à la rentrée, ils m'ont encore programmé. Et je suis allé dans la première classe. Naturellement, ce sont les élèves qui ont changé. Mais moi, je ne vois pas qu'ils ont changé. Je me suis dit, ah, c'est ce que tu avais fait l'année dernière, là, que tu viens encore faire. Et j'ai perdu la voix à l'authentique. Je crois que j'allais faire une crise. Et ils me regardaient et je n'arrivais pas à parler. Et puis ils ont éclaté de rire. Vous savez, les enfants sont cyniques. Et c'est leur rire qui m'a libéré, je me suis ressenti. Et puis, après, dès que j'ai eu la moindre occasion pour fuir le front, j'ai fui le front. Je sais qu'on ne me l'a pas pardonné. Je sais que les camarades ne me l'ont pas pardonné, non pas parce que j'étais bon, mais parce que quand j'ai fui le front, je ne suis pas devenu alcoolique. Vos pires ennemis sont les vôtres. Ceux qui croient qu'ils sont vos égaux, vos amis, les soi-disant camarades de promotion. Si vous quittez et que vous tombez dans la déchéance, ils sont consolés. Mais si vous quittez et vous avez l'air de réussir selon leurs critères, ils sont torturés. Parce qu'ils croient que votre illusion d'ascension, c'est pour mettre l'accent sur leur stagnation à eux. Donc ne cherchez pas vos alliés pour les choses majeures de la vie parmi ceux de votre génération. Ne cherchez pas vos alliés pour les combats majeurs parmi ceux de votre génération. Leur apogée coïncide avec votre apogée, votre propre apogée. Ils ne vont jamais vous soutenir. Si vous voulez faire quelque chose de grand, allez chercher 15 ans plus jeunes que vous. Et ils vont se dire qu'avant que les autres n'aient les mêmes ambitions que vous, que la nature serait déjà en train de vous déstocker vous. Et ils vont être complaisants. Vous comprenez? Vous avez demandé si on force. Moi, je ne force pas. Honnêtement, je ne force pas. Quand j'ai une idée, quand j'ai un chantier d'écriture, le démarrage, c'est sur les 10 premières pages. Le démarrage, où il faut que je m'arrache à l'inertie, où il faut passer la première et avoir toute la force et mettre le gaz. C'est sur les 10 premières pages. Après, je suis chevauché par l'inspiration. De sorte que il m'arrive de penser que ce n'est pas moi l'auteur, qu'une fois que j'ai amorcé le mouvement, les gens existent avec leur caractère, les événements existent, et il est arrivé, comme ça se précipite dans ma tête. Je ne fais aucun effort pour m'attabler. C'est-à-dire que quand j'écris, j'ai du mal à cesser d'écrire. Et quand je suis en phase d'écriture, j'écris tous les jours. Maintenant, ça c'est la phase de l'expulsion. L'expulsion elle est entière, ce n'est pas par petits bouts. Une femme n'accouche pas, disons, la tête d'abord et le lendemain l'épaule gauche, ensuite l'épaule droite, et puis ensuite les bras et puis le tronc. Non, non, non. Mais après, là, il faut donner tant de soins au bébé. Tant de soins. C'est là qu'on lit, qu'on relit, qu'on fait lire, qu'on revient dessus. Monsieur Ressou a dit, mais pourquoi on continue? Pourquoi on continue? Oui, mais on continue
continue fatalement. Puisqu'on est dans la société et qu'on voit des choses qui vous font réfléchir fortement, violemment. Je vais vous donner un exemple. J'ai vu La Nation titrer lundi dans un bureau à la loterie. 63 000 candidats pour 300 postes. J'ai rapidement fait ma petite arithmétique et j'ai vu qu'en fait c'est un poste pour 200 enfants. Un poste pour 200 concurrents. Être recruté relève d'une haute improbabilité. Maintenant, aux 200, il faut rajouter ceux qui n'ont pas eu les sous pour faire les dossiers. Et rajouter ceux qui sont affalés, ceux qui ne croient même plus en rien. C'est peut-être donc 500 pour 1. À défaut de régler ce problème-là, que nous soyons maudits si nous ne faisons rien pour contribuer à créer les conditions pour que ça soit réglé un jour. On se comprend peut-être. C'est-à-dire que personne de raisonnable ne peut s'attaquer de front à une chose aussi grave. Une possibilité pour 400 aspirants. C'est lourd. Ce n'est pas une chose d'aujourd'hui. C'est une vieille chose. C'est un malheur, c'est la catastrophe. D'accord? Le devoir de l'homme, je dirais de l'aîné ou de l'homme mûr, c'est de savoir ça. Parce que vous pouvez lire ça et ne pas transformer ça en savoir. Maintenant que vous savez ça, il serait impossible, si vous êtes une personne moyenne, en situation de ne rien faire pour que lieu que ce soit 400 pour 1, que ce soit 375 pour 1. Et il aurait suffi que nous soyons nombreux à savoir ça, à l'internaliser et à réagir de cette manière pour que peut-être un jour, la situation devienne normale. Mais le plus grand mal, c'est que ceux qui ont déjà une position de travail et qui fumissent, qui trichent, ou qui volent, ou qui complotent contre la structure, eux, ils sont des êtres, comme je ne veux pas juger, je vous laisse y penser. Une chose aussi chère que, en un exemplaire, il y a 400 personnes qui veulent. Celui qui l'a, je veux dire l'emploi, et qui peut tricher avec ça, avec une chose aussi précieuse, je ne vais pas juger, hein, mais si on me met un pistolet là, on me dit de sortir un adjectif, je dirais criminel. Vous comprenez? Juste à cause de la valeur de la chose. Juste à cause de la valeur de la chose. Celui qui arrive en retard, je ne pardonne pas. J'ai parlé avant de venir ici avec une personne qui m'est chère, qui devait être à un lieu pour du travail et qui était en retard. Je l'ai raccroché au nez. Acte que, il me semble, je n'ai jamais posé. Cette personne qui m'est chère m'a demandé un service. Je ne vais pas dire un cadeau parce que c'est un outil que je suis allé acheter, qui se trouve dans ma voiture, à là où je pars. Pour ne pas oublier, j'ai averti mon ami qui me conduit de me faire monter ça une fois rentré à la maison à l'étage. Je ne lui donnerai plus. Parce qu'il est en retard. Il est en retard. C'est-à-dire, je l'ai appelé. Il devait être à une formation pour une perspective d'emploi. Il est en retard. Moi, je sais, je connais la situation de l'emploi au Bénin. Des enfants viennent me voir dans mon bureau et quand je dis le stage est terminé, ou je veux renouveler, c'est moi qui m'occupe de mon jeune frère, ma maman est malade, éclate en sanglots dans mes bras. Il y a eu une journée où 2 personnes ont pleuré dans mes bras, des enfants, pour la question de l'emploi. Quelqu'un dont le stage est terminé est venu dans mon bureau, il me parlait,
c'était entre désarroi et agression. On dit, je me demandais, mais est-ce qu'il est découragé ou bien il veut me frapper? Ce que je dis n'est pas risible. J'ai compris après que c'est le désarroi, il n'en pouvait plus, et que, voilà, c'était donc un mélange de désarroi et d'agressivité. Alors, quand telle est la situation et que c'est notre dossier, nous devons savoir ce que nous avons à faire. Donc ceux qui font déjà très bien, comme ceux qui tiennent cette maison, par rapport à ce qu'il y a à faire, comprenez que vous n'êtes pas. Vous êtes des héros, mais des héros de l'échec, puisque vous n'avez pas encore gagné le combat et que vous êtes très loin de le gagner. Je sais que vous savez mieux que moi ce que je dis. J'ai dit tout à l'heure que vos élèves disent, je les ai dit. C'est quoi ça? Moi, je n'ai pas dit, je les ai dit au CM2. C'est faux. Qu'est-ce qui nous arrive? Attention, je ne prends pas la défense du français. Hein? Je suis convaincu qu'il y a les mêmes lacunes dans les autres matières et en matière de culture en général. La philosophie de Fatima, est-ce qu'un discours d'auteur et la mort de Ramat, une prise de position fatale, toujours pour montrer que... Ce que Fatima véhicule comme discours est détestable. Maintenant, il a plu à l'apprenti de peindre cette chose détestable. Je ne peux pas, non, je n'assume pas ce que Fatima dit. Fatima dit, mais que quand nous mourrons là, pourquoi moi je ne lirai pas mon extrait et puis je me libère? Vous pouvez trouver ça rapidement, là où elle disait ce que Dieu reprocherait à une femme qui a été, comment, qui a fait des réserves sur... C'est au début. Ce sont des choses. Très bien. Alors, elle dit à sa jeune cousine, Fatima dit à Ramat, au personnage principal, que quand nous mourrons, quand elle va mourir, ce que Dieu va lui dire. Là, c'est Dieu qui parle. Hein? Donc, vous comprenez que c'est complètement de la fiction. Ce corps que j'ai ouvragé de mes mains et que je t'ai remis en gérance libre, l'as-tu laissé fouiller de fond en comble par de vaillants laboureurs, ou l'as-tu au contraire pour mon courroux abandonné en friche sauvage et insensée? Cette cambrure mortelle de ta hanche, se peut-il être pour la seule fantaisie de bomber l'espace derrière toi, sans rien hameçonner mortellement à ta suite? Cette face d'ange, ou par ton sourire splendide, j'ai fait lever le soleil à ma guise, se peut-il être juste pour illusionner le monde sans le conduire au piège? Et cette silhouette de Saguet Zoulou que j'ai forgée et acérée, se peut-il être autrement que pour embrocher autant de mal que possible au fil de leurs folles envies? Saboteuse, traîtresse, fainéante et gréviste entêtée de mes chantiers de fêtes charnelles, va-t'en là-bas, dans les ténèbres, je ne te connais pas. C'est comme si la chasteté, l'abstinence, serait perçue par Dieu comme le sabotage de son œuvre. On appelle ça en anglais reversal of value. On retourne les valeurs. Ce qui est bien, on le présente comme le mal et inversement. C'est un exercice de la fantaisie. L'auteur n'en répond pas. Ceci dit,
Je ne suis pas pour la torture. Si quelque chose plaît à quelqu'un et que ce quelque chose ne déplaît pas à ce quelqu'un et que les deux conviennent et que ce n'est pas contre les règles de la société et que ce n'est pas franchement contre les intérêts d'un innocent, je suis de ceux qui pensent qu'il faut que l'homme vive librement. Mais attention, quand on vit librement et qu'il y a un salaire à payer, on paye. Selon mes statistiques, selon mes propres recherches statistiques artisanales, ne soyez pas choqués, hein? C'est un peu prétentieux de ma part. Aujourd'hui, l'âge moyen de l'initiation des filles est de 14 ans. L'âge moyen, moyenne pondérée. Quand elles vont se marier, au mieux à 24 ans, ce qui est plutôt rare, c'est bien après, c'est qu'il y a 10 années de quartier libre. Ce qui peut se passer en 10 années de ce que moi j'appelle quartier libre peut être très lourd après pour être absorbé par une vie en couple. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En fait, c'est le temps qui héberge le mal. Le bien aussi, c'est lui qui l'héberge. Si la femme, la fille livre son corps à 14 ans et se marie à 24 ans, elle aura eu 10 années de quartier libre, qu'on le veuille ou pas. Nous sommes d'accord? Il se pourrait que le chiffre final soit un peu élevé et que les partenaires là soient les cousins, les frères, le patron, les subordonnés, les collaborateurs du mari gentil. Et il faudra que le foyer résorbe ce lourd antécédent. Parfois, il y a des colères entre couples que l'on lie à l'objet de la colère, mais qui ne viennent pas de l'objet de la colère. Ça vient des antécédents enfouis ou mal enfouis. J'étais parti des attardés qui pensent que nous devons marier nos filles au plus tard à 18 ans. Parce que le corps est complètement épanoui à 16 ans. Et en le disant, ce n'est pas que nous inventons. On retourne dans ce qui se faisait autrefois et le monde était un peu plus stable. La fragilité d'un mariage aujourd'hui découle, me semble-t-il, directement des antécédents des femmes. Pourquoi? Parce que dans notre société, nous sommes parvenus à une bêtise qui est que le mâle a plus de liberté que la femme, que la femelle. La deuxième connerie, on se dit, l'homme, les mâles, les hommes, les garçons, ils sont jaloux du passé de leur conjointe, ils sont jaloux du présent, ils sont jaloux du futur. Les juristes appellent quelque chose jalousie post-mortem quand l'auteur d'un testament dit après ma mort, tant qu'elle ne s'est pas remariée, elle peut hériter. Mais quand elle va se marier, elle ne peut plus hériter. On appelle ça jalousie post-mortem. Donc la jalousie du mâle est très poussée. Regardez dans la basse-cour, un coq monte une poule. Un autre coq est en promenade, en train de picorer. Il va d'abord chasser le coq qui monte une poule avant de continuer sa promenade. Tout ça là, ça a des explications biologiques. Donc les mâles aussi ont le même sentiment. Mais on le range un temps pour poser des actes. C'est après qu'il y a les réminiscences. Et ça remonte. Donc, je ne peux jamais prêcher la dépravation. Je prêche la liberté. Mais celui qui jouit de sa liberté doit savoir qu'il va passer au guichet. On paye toujours pour ce qui est agréable que l'on prend. Merci beaucoup. Nous avons épuisé le répertoire des questions. Avant de donner la parole à l'auteur pour la clôture de cette rencontre, je voudrais demander à M. Ousmane Abdi, directeur, de placer un mot.
Le micro, s'il vous plaît. Je ne t'ai pas préparé pour parler. Je me suis laissé absorber par la séance et la qualité des interventions de notre ministre connu pour son art. Alors, j'ai deux choses. La première, c'est témoigner de mon émotion en voyant le cercle tel qu'il s'est fait ici. Je l'ai dit à d'autres occasions, je vais peut-être le répéter pour que les gens comprennent. Ce lieu est l'autre expression de ma colère ou de ma révolte. Ce qui est ici, c'est l'incarnation des années de frustration et de coups reçus. En fait, je pense que si je n'avais pas été sérieusement mis en colère, je n'aurais pas pensé à une forme de souveraineté dans notre besoin d'expression et de création. Et vu qu'on ne fait jamais rien seul, c'est heureux de voir que chemin faisant, beaucoup de gens comprennent ça et que cela sert vraiment. Je remercie donc pour cela l'association des professeurs de français, les jeunes qui à la suite prennent le relais, qui font un bon travail derrière. Et je voudrais dire un grand merci à monsieur mon ministre, moi je l'appelle mon ministre, en sachant très bien que ce n'est pas le mien. Mais je lui dis un grand bravo. Florent a mis les mots juste là-dessus déjà. C'est difficile que la politicienne au Bénin n'arrive pas à éroder le génie dans l'humain au Bénin ici. Nous connaissons d'autres qui ont laissé leur peau, qui pour nous étaient des références absolues au niveau intellectuel, dans leur capacité à transmettre le savoir, et qui, parce qu'ils ont été en poste, ont déçu et sont aujourd'hui encore méconnaissables, sinon qu'ils ne prennent que l'ombre d'eux-mêmes. Je vous remercie de continuer à résister, parce que quand vous parlez, même aujourd'hui encore, on sent le personnage qu'on a connu dans la résistance, dans la sincérité qui parfois même frise. Certains l'ont peut-être touché du doigt. J'allais dire le témoignage d'une croyance. On a le sentiment parfois qu'on entend, entre guillemets, un grand gourou. Mais ce n'est pas tout vraiment le cas. Après, l'œuvre, pour dire un mot là-dessus, l'œuvre, j'ai eu le privilège de la lire en manuscrit. Et ce qui m'a frappé, c'est sa qualité visuelle. Elle est très, très imagée. Je crois que les réalisateurs, ou si un jour j'avais le temps de m'aventurer sur ce terrain, les réalisateurs qui toucheront à cette œuvre auront, me semble-t-il, de la matière et de la bonne matière. Et il est temps que nous commencions à faire des films qui témoignent de la vie quotidienne, contemporaine, africaine, pour ne pas dire béninoise, parce que, on a dit, ressasser les clichés, les perles, les flèches, les arcs, les masques, ce cinéma africain ou cette réalité culturelle à laquelle nous sommes familiers, c'est bien que des romans, des œuvres d'auteurs, de créateurs africains nous ouvrent la voie vers ces univers-là. Et j'encourage les réalisateurs, les professionnels de l'image qui sont dans la salle à s'approprier ce roman-là. Je vous remercie. Je remercie les jeunes qui ont créé leurs professeurs, parce qu'on en a connu, hein, les récalcitrants, les rebelles, entre guillemets, les voyous aussi. Donc je vous félicite d'être venus. L'apprentissage commence par ça. Le silence qui reçoit. Quand vous écoutez, vous recevez. C'est absolu. Et la formation commence comme cela.
Donc je vous félicite, je vous engage à venir ici aussi les prochaines fois sans la pression du professeur. Merci. Merci. Moi, je suis très heureux, très heureux de découvrir ce lieu-ci et de découvrir cette pratique-ci, c'est-à-dire des personnes jeunes sous l'inspiration de leurs aînés, de leurs maîtres, viennent pour réfléchir, pour recevoir, comme il a été dit par M. Aleti, pour écouter. C'est le commencement, écouter. Nous autres n'aspirons qu'à une seule chose, qu'à être remplacés, non pas dans une qualité inférieure, nous reculerions, non pas dans une qualité équivalente, nous stagnerions, mais dans une qualité supérieure, nous avancerons. C'est cela. Donc, regardez les aînés ici présents, leur niveau de performance, regardez les aînés. Et dites-vous, il n'est pas question que nous fassions moins bientôt. Et ne mettez pas vos projets dans 7 ans, pardon, comme j'ai entendu un des jeunes dire. C'est maintenant. Entraînez-vous et ça va venir. Pour dire la vérité, nous sommes devenus paresseux au Bénin. Il va falloir qu'on se remette au travail. Mais comme moi je vois un lieu aménagé comme celui-ci et que samedi matin, il y a tant de personnes, ça donne du courage. Alors, ce que j'ai dit, c'est ce que je ressens, ce que j'ai écrit, c'est ce que j'ai ressenti. Prenez-le pour un instant, ayez votre jugement, vos sentiments. Et puis bon, on s'en arrête à ça. Quant à mon ami qui n'aimait pas me lire, je vais le tenir au collège tout à l'heure. Il me dira pourquoi il n'aimait pas me lire. Mais alors je ferai de grosses histoires parce que je ne peux pas concevoir qu'il ne veuille pas me lire ou qu'il n'aime pas me lire. Non pas parce que ce que j'écris est bon, hein, juste parce que c'est moi. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et je dis un gros merci à nos différents partenaires, en l'occurrence l'Association des professeurs de français du Bénin, à Gangan Production, à Bénin Culture, à nos amis journalistes qui soutiennent l'initiative. Merci, gros merci à vous. Le prochain rendez-vous, c'est le 13 janvier. On aura Kanye Alem dans ces mêmes lieux. Merci de prendre le rendez-vous. Je crois qu'il est l'heure de déjeuner. On a prévu quelque chose dans le hall, c'est un petit cocktail du Yovo Dokoy et du Tchakbalo pour tout le monde. Donc merci et bon week-end.